Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 21 janvier 2022, et nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Aurélia Elalouf, qui est MCF à l'Université de Strasbourg depuis 2018 à la Faculté des Lettres. Elle travaille sur l'histoire et l'épistémologie des idées linguistiques en France au 19e et 20e siècle. Elle a soutenu une thèse de doctorat intitulée Histoire de la première nomenclature grammaticale officielle en France, janvier 1905, avril 1911. Et dans ses recherches, Aurélia s'intéresse à l'analyse des constituants du discours grammatical, terminologie, règles, exemples, ainsi qu'au devenir d'objets syntaxiques comme les constructions verbales ou la phrase complexe. Et c'est dans cette perspective qu'elle s'intéresse aussi à l'histoire de l'enseignement du français et à la relation entre savoir scolaire et savoir savant. Donc, j'ai le plaisir de laisser maintenant la parole à Aurélia. Oui, merci. Alors, je commencerai par les remerciements d'usage à Anne et Jean-Marie qui ont eu la gentillesse de m'inviter à participer à ce séminaire. Et je suis très contente donc de pouvoir présenter un petit morceau de mes travaux, de vous présenter un petit morceau de mes travaux. Alors, l'exposé que je vais faire aujourd'hui s'intitule, comme vous le voyez, ça devrait s'afficher à votre écran, Règles, principes, lois chez les grammairiens français à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et en fait, le point de départ de ce travail est une étude déjà un petit peu ancienne que j'avais faite sur la règle chez Ferdinand Bruno. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de reprendre ce travail et de le prolonger en complétant avec ce qu'on trouve chez un autre grammairien qui est contemporain de Bruno, qui est en l'occurrence Léon Cléda. Donc, je vais parler aujourd'hui de Ferdinand Bruno et de Léon Cléda. Je commencerai par faire quelques rappels biographiques rapides sur Cléda et Bruno, puis je montrerai qu'ils adoptent une posture critique à l'égard des règles de grammaire. J'examinerai ensuite comment ils réécrivent les règles grammaticales dans la grammaire raisonnée et dans la pensée et la langue, qui sont leurs ouvrages respectifs. Ensuite, je m'intéresserai à une notion qui est la notion de servitude grammaticale développée par Bruno et à laquelle Cléda s'oppose au moins en partie. Et enfin, en manière de conclusion, je ferai quelques observations sur le rôle du grammairien selon Cléda et Bruno. Donc, je commence par quelques informations biographiques rapides. Léon Cléda, né en 1851 et meurt en 1930. Il est formé à l'école des Chartes, à l'école pratique des hautes études et à l'école française de Rome. À l'école pratique des hautes études, dans la section historique et philologique, notons qu'il suivra les cours de philologie de Gaston Paris. Il est nommé à 25 ans à Lyon, où il fera toute sa carrière et où il deviendra professeur de langue et de littérature du Moyen-Âge. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages grammaticaux. Je vous en donne une liste réduite. Il a écrit en 1889 une nouvelle grammaire historique du français, en 90 une grammaire française élémentaire, en 94 une grammaire raisonnée de la langue française, en 96 une grammaire classique du français et enfin, même année, une grammaire française des écoles primaires en collaboration avec Étienne Gougère. Ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'on voit que Cléda, en fait, s'est attelé à écrire 3 grands types d'ouvrages grammaticaux, donc une grammaire historique, mais aussi des manuels de français pour le primaire, et enfin des grammaires synchroniques du français avec la grammaire raisonnée de la langue française et la grammaire classique. Ajoutons à cela que Bruno est, comme on sait, le fondateur de la revue de philologie française. C'est une revue qu'il a dirigée de 1887 à 1930 et qui connaît un certain nombre de titres successifs suite à des réorientations scientifiques. Et c'est en fait dans cette revue que Cléda publie en réalité l'essentiel de son œuvre grammaticale et ce qu'il y a de plus intéressant dans son œuvre grammaticale. Cléda est aujourd'hui relativement oublié.
Pourtant, selon Bourquin, on peut le considérer comme le véritable initiateur des études de syntaxe du français contemporain en France et comme le grammairien le plus doué de son époque. S'il est un peu oublié aujourd'hui, c'est entre autres choses parce qu'il a été éclipsé par la figure prestigieuse de Ferdinand Bruno, qui est son contemporain. Bruno est né en 60 et mort en 1938, donc il est seulement de 9 ans plus jeune que Cléda. Pour ce qui est de sa formation, il est formé à l'ENS d'Ulm. Il suivra l'année de sa préparation à l'agrégation les cours de Gaston Paris et d'Arsène Damesteter à l'EPHE et il est agrégé de grammaire. Il connaît une progression professionnelle rapide puisqu'il est nommé à Lyon en 83 et il y côtoie justement Cléda. Ils se sont partagés les cours de grammaire historique et cette rencontre est importante pour Cléda puisqu'elle va orienter ses travaux vers l'étude de la langue française moderne. Il est ensuite nommé en 91 à la Sorbonne, tout de suite après son doctorat, et est titularisé sur la chaire d'histoire de la langue française en 1900. Comme Cléda, Bruno s'essaie à plusieurs types d'ouvrages grammaticaux différents, donc une grammaire historique, le précis de grammaire historique en 87, une méthode de langue française en 3 volumes avec Nicolas Bonny, qui est destiné aux primaires, et enfin un ouvrage un petit peu étrange, La pensée et la langue, qui est une sorte de grammaire synchronique du français, un petit peu spécial, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Je ne m'attarde pas davantage sur les travaux de Bruno qui sont bien connus et bien documentés par Chevalier notamment, et je ferai simplement observer que ce qui m'a choisi de les traiter ensemble, ce qui m'a fait choisir de les traiter ensemble, c'est qu'ils partagent un certain nombre de points communs. Ils sont en effet unis par les mêmes préoccupations scientifiques et didactiques. Ils s'intéressent tous deux à la philologie et à l'histoire de la langue. Ils se tiennent à l'écart de la linguistique générale naissante. En particulier, Bruno ne suit pas les cours de Saussure à l'EPHE et ni Cléda ni Bruno ne reconnaît l'opposition méthodologique entre synchronie et diachronie, ce qui a évidemment des incidences sur leur manière de mener une description grammaticale. Il considère le rôle de l'histoire comme important dans la description pour éclairer les faits actuels, dans un contexte de positivisme triomphant et d'historicisme. Ils se sont tous deux engagés en faveur d'une réforme de l'orthographe et ils manifestent tous deux un intérêt pour l'enseignement de la langue française aux différents niveaux d'enseignement. J'en viens à ma deuxième partie, une posture critique à l'égard des règles de grammaire. Ce qui m'intéresse ici, en fait, cette critique à l'égard des règles de grammaire prend place dans un contexte plus global qu'on pourrait dire de crise de la grammaire au tournant 19e-20e, avec une remise en cause de certains aspects des descriptions grammaticales et une discussion sur la légitimité de la discipline grammaire française. Quelqu'un comme Gaston Paris dira à cette époque que la grammaire française est un genre perdu, que l'on n'en fait plus ou plus comme avant, et que les études de grammaire historique et comparée en seraient en grande partie la cause. Cléda s'inscrit dans ce contexte en ayant toute sa vie œuvré pour une modification de l'enseignement grammatical en conformité avec les progrès de la science du langage. Et dans cette perspective, il construit une opposition entre d'un côté les adorateurs du fétiche orthographique, les ignorants, les pédants, les autorités comme Noël et Chapsal, les grammairiens de l'Académie, et de l'autre, tous les savants qui s'occupent des questions grammaticales, les philologues, les romanistes. Ce qui est curieux, c'est que chez Cléda, on n'a pas de réflexion explicite sur la règle grammaticale, ce qui le différencie de Bruno. Néanmoins, ses lecteurs et commentateurs ont reconnu une dimension de critique des règles dans ses ouvrages. Dans la préface de Gaston Paris à la grammaire raisonnée de Léon Cléda, Gaston Paris dit « Sa grammaire raisonnée ne rompt pas avec une tradition qu'il est impossible de déraciner d'un coup, elle en prépare doucement et sagement la ruine. »
Donc ici, Gaston Paris parle spécifiquement du rapport à l'orthographe de Cléda, mais on peut trouver dans d'autres textes, par exemple dans cet avertissement de l'éditeur à la grammaire classique, qui est une adaptation de la grammaire raisonnée, une observation qui est plus générale et qui concerne tous les types de règles. Je vous lis la citation en entier qui est un peu longue parce qu'elle est tout à fait représentative de ce qu'on peut lire à l'époque sur ces questions. Même dans les livres qui se limitent, comme la grammaire classique de M. Cléda, à l'état actuel de notre idiome, il n'est plus admissible qu'on énonce les règles comme des dogmes dont il serait sacrilège de scruter les mystérieuses origines. On peut aujourd'hui et on doit enseigner aux élèves la raison d'être de chaque particularité, de chaque loi. La grammaire ainsi conçue est une véritable philosophie du langage et cesse d'être un fastidieux exercice de mémoire pour s'élever au rang d'une science essentiellement éducatrice. Aux règles empiriques dont on a dû se contenter pendant trop longtemps, l'auteur substitue la recherche scientifique des lois naturelles du langage. Et donc, c'est une critique, c'est une observation plus générale qui concerne ce que Cléda fait autant avec les règles orthographiques, morphologiques et syntaxiques. Et je vais vous en donner quelques exemples tout de suite. Par exemple, une règle orthographique est celle de la règle d'accord de demi et nu devant un nom. Selon cette règle, il serait invariable et Cléda nous dit qu'il s'agit d'une règle de grammaire fort contestable. En effet, pour lui, demi et nu fonctionnent dans cette position comme de véritables adjectifs. Un exemple de règle morphologique, ce pourrait être par exemple la règle qui dicte le genre des mots amour, délice et orgue. Pour Cléda, il s'agit d'une loi en grande partie erronée. Et qu'est-ce qu'il veut dire par erronée ici ? Tout simplement que c'est une loi qui ne correspond plus à l'usage réel. Les féminins pluriels des mots amour, délice et orgue étant devenus des archaïsmes. Je prends enfin un exemple de règle syntaxique. C'est la règle qui concerne la concordance des temps. Et Cléda nous dit « C'est en raison des valeurs particulières de chaque temps du subjonctif que nous employons l'un plutôt que l'autre, et non d'après le temps du verbe principal, comme les règles actuelles le laissent croire. » Donc on voit qu'en fait, Cléda s'inscrit ici en faux contre les règles de concordance des temps qui n'expliqueraient pas bien l'emploi de tel ou tel temps en subordonné. Je passe maintenant à la critique des règles chez Bruno. Alors, Bruno s'inscrit aussi dans ce contexte de crise de la grammaire. Il va nous dire, par exemple, qu'il faut montrer qu'en grammaire, il n'existe point de dogme qu'on doive recevoir sans comprendre et accepter comme des vérités surnaturelles. On retrouve cette utilisation du mot dogme qu'on avait rencontré dans l'avertissement de l'éditeur à la grammaire classique, et il va dire qu'il s'inscrit contre la grammaire dogmatique. Alors, grammaire dogmatique, c'est une étiquette qu'on retrouve très souvent chez lui et qui, en fait, lui permet de réaliser une sorte de condamnation globale de la question grammaticale, ou plus marqueur du XVIIe, de récuser l'héritage de la grammaire générale et de dénoncer les excès de la grammaire scolaire. Bruno, je le disais, conduit une réflexion explicite sur la grammaticale, à la différence de Cléda, et tout ça dans un certain nombre d'articles, et aussi dans son ouvrage La pensée et la langue, qui est un ouvrage au statut ambivalent, comme l'atteste cette citation où il nous dit « Ce livre n'est pas une grammaire ». Et il continue « Sans doute on y retrouvera les mots d'adjectifs, de verbes, d'adverbes, ainsi de suite. On y retrouvera aussi les règles qui régissent les variations des mots et leur agencement. J'ai fait la critique de plusieurs de ces règles, je n'en ai écarté aucune, me bornant à mettre mon lecteur à... » Alors, je ne sais plus trop où je m'en étais arrêtée, mais je disais que... Voilà, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est la mention donc explicite que Bruno fait des règles de grammaire.
qui sont pour lui sujettes à discussion dès lors que l'on adopte plus globalement une posture critique à l'égard telle manière d'enseigner. Donc, chez Bruno, je disais, on a une critique explicite des règles de grammaire et cette critique se fait de deux points de vue. D'abord, d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire par rapport à la mise en œuvre des règles à l'école. Bruno observe que les règles nécessaires à l'apprentissage de l'écriture posent pour les jeunes élèves de nombreux problèmes. Elles posent des difficultés de compréhension, elles demandent un effort considérable de mémorisation et elles posent de nombreuses difficultés d'application. Donc, je vais là encore donner quelques exemples. Le premier concerne la règle de formation du féminin des adjectifs, selon lequel ceux-ci se formeraient par l'addition d'un E muet. Bruno montre que pour l'élève, cette règle est assez difficile à comprendre à partir du moment où on considère des adjectifs qui se prononcent différemment au féminin et au masculin. Je vous lis le deuxième paragraphe de la citation. Mais dès que l'élève écoute petit et petite, gros et grosse, grand et grande, etc., il entend au féminin des consonnes qui ne se prononçaient pas au masculin et il se trouve en présence de ce mystère. En ajoutant un E muet qui n'est rien, qui serait tout au plus une voyelle, on entend toutes les consonnes de l'alphabet. Donc ici, ce qui pose problème en fait avec cette règle, c'est qu'elle entretient l'ambiguïté entre les plans oral et écrit et par conséquent qu'elle ne manque pas de déconcerter l'élève. Je considère maintenant un exemple de règle qui présente des difficultés d'application et je prendrai la règle d'accord des participes passés des verbes accidentellement pronominaux qui sont censés s'accorder avec le complément direct lorsque celui-ci est placé avant. Cette règle est difficile à comprendre et ensuite difficile à appliquer pour l'élève parce qu'elle lui demande des manipulations formelles d'une abstraction dont il n'est pas forcément capable. C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de la citation. Donc, soit la phrase « Nous nous sommes attaqués à plus fort que nous », pour savoir s'il faut une S à attaquer, puisque s'attaquer n'est pas un verbe essentiellement pronominal, on considère le complément nous. Voilà l'enfant obligé d'examiner si nous nous sommes attaqués à correspond à nous avons attaqué à nous, à ou bien à nous avons attaqué nous à plus fort que nous. Il a à choisir entre deux phrases qui n'offrent ni l'une ni l'autre aucun sens. Donc le problème ici, c'est qu'on fait travailler l'élève sur des phrases agrammaticales. De ces différentes observations, Bruno conclut que l'enseignement de la grammaire à son époque est inutile, voire funeste, puisqu'il n'a que peu d'incidence positive sur l'emploi que l'élève fait de sa langue et qu'il tend à fausser le rapport des élèves à la langue. Le deuxième point de vue selon lequel Bruno critique les règles de grammaire, c'est un point de vue épistémologique, c'est-à-dire qu'il remet en cause le contenu de connaissance même des règles. Selon Bruno, en fait, nous aurions des grammairiens qui ont formulé des règles contraires à la vérité des faits, fixé des règles sans prêter attention aux changements linguistiques en cours et participer au nom de la logique à un appauvrissement de la langue. Donc à chaque fois, ce seraient des descriptions qui ne répondraient pas aux exigences de scientificité que Bruno réclame. Je prends encore quelques exemples. Le premier concerne les noms de matière et les noms abstraits. Donc on a une règle selon laquelle ceux-ci n'ont pas de pluriel. Et Bruno observe que en réalité, toutes les idées à peu près sont susceptibles d'être conçues au pluriel. En effet, même si par définition les choses non nombrables n'ont pas de pluriel, on peut trouver un certain nombre d'occurrences dans lesquelles on retrouve les noms de matière, les cours des aciers, des zincs d'art au pluriel et avec les noms abstraits, avoir toutes les ambitions ou encore avoir des bontés pour quelqu'un. Alors, en ce qui concerne ce chapitre, les remarques de Bruno sont assez allusives, mais je pense que ce qui
Ce qu'il critique ici, ce n'est pas le fait que les auteurs de règles auraient ignoré les cas où l'on rencontre des noms de matière ou des noms abstraits au pluriel, mais plutôt d'avoir mis sur deux plans distincts les emplois massifs et les emplois comptables de ces noms, d'avoir considéré comme premiers les emplois massifs et comme secondaire exceptionnel les emplois comptables. Et on voit ici se dessiner en filigrane un refus de l'opposition langue-parole telle qu'elle a pu être établie par Saussure en particulier. Le deuxième exemple concerne donc le fait que les grammairiens auraient fixé des règles sans prêter attention aux changements linguistiques en cours. Alors là, Bruno s'intéresse à la règle qui fixe l'emploi de la formule c'est et qui fait qu'en français moderne, on a une concurrence entre c'est eux et ce sont eux. Donc là, il fait une espèce de petite histoire de la formule c'est. Il observe qu'en moyen français, on avait des formes concurrentes qui existaient à toutes les personnes. On pouvait dire ce suis-je, c'est-tu versus c'est moi, c'est toi. Et cette concurrence résultait du changement de fonction attribué à ce, au départ attribut, puis qui a fini par être considéré comme un sujet. Au XVIe siècle, cette concurrence n'est plus possible qu'à la troisième personne du pluriel. Et l'évolution normale, naturelle de la langue aurait été que cela finisse par disparaître. Et que donc, à la fin, on n'est plus que la seule formule c'est. Donc, pour Bruno, la règle fixée par les grammairiens du XVIIe apparaît condamnable. Et il nous dit « La courte histoire qui précède suffit à faire juger la valeur d'une doctrine fondée sur une totale ignorance de la marche du langage. Nous avons là le type même de la distinction imaginaire, intervenue au moment où de soi-même tout se clarifiait et s'unifiait, c'est devenant une formule invariable. » En fait, ce qu'on observe, c'est que de manière générale, Bruno condamne un petit peu toutes les règles qui ont participé au maintien ou à l'introduction de complications dans la langue, comme les règles de pluriel orthographique des noms composés, l'emploi de l'article devant les noms propres, de lieu, ou encore la règle d'accord de tout. À l'inverse, il observe que certains grammairiens ont participé, au nom de la logique, à un appauvrissement de la langue. Alors là, il fait trois observations. Tout d'abord, il remarque que certains grammairiens ont porté un intérêt trop exclusif aux formes au détriment du sens. Par exemple, le cas avec les règles de correspondance des temps, dont, dit-il, on a substitué la pauvre mécanique, tout extérieure et formelle, au rapport véritable de la chronologie. La critique de Bruno porte en second lieu sur le désir excessif de régularité manifesté par ces grammairiens qui analysent les faits en les rapportant à une langue idéale construite de toutes pièces. Ce qu'il critique en particulier, c'est l'analyse de la proposition des messieurs de Port-Royal qui conduit à faire appel à l'ellipse et qui constitue ainsi un subterfuge autorisant toutes les fantaisies d'analyse. Je le cite. Enfin, dernier exemple, c'est plus généralement tous les cas où les grammairiens ont cherché à soumettre la langue à des règles trop rigoureuses, au point de devoir imaginer des explications déconcertantes. L'exemple qu'il donne concerne la place des adjectifs hautes et basses par rapport au non-voix. Et il dit « Le mot voix par lui-même implique une certaine élévation que l'adjectif haute ne fait qu'amplifier, comme le ferait un suffixe augmentatif. » Donc voilà le type d'explication déconcertante auquel il pense. Et donc pour Bruno, le tort de ces grammairiens ici, ça a été de vouloir édicter des règles de syntaxe sans distinguer les cas où on a une impossibilité réelle de ceux où il y a plus de labilité pour diverses raisons et des raisons stylistiques notamment. Voilà pour ce qui concerne la critique, la posture critique des règles des grammaires chez Cléda et Bruno. J'en viens maintenant à la manière dont ils cherchent à reformuler, réaménager, réécrire les règles dans la grammaire raisonnée et dans la pensée et la langue.
Je présenterai rapidement ces deux ouvrages parce que c'est important pour comprendre l'enjeu de la description. Et ensuite, j'analyserai les règles orthographiques, les règles morphologiques et les règles syntaxiques. Alors, la grammaire raisonnée de la langue française de Léon Cléda est publiée donc en 1894, donc plutôt en début de carrière. C'est une grammaire destinée à un public cultivé et aux enseignants qui analyse le français contemporain, et elle est dite raisonnée au sens où elle serait expliquée, justifiée, simplifiée. C'est-à-dire que pour Cléda, une grammaire raisonnée d'une langue, c'est une grammaire qui dégage les raisons d'être des faits langagiers observés. Et pour lui, les faits les plus bizarres ont une raison historique ou analogique. Cette particularité mise à part, la grammaire se présente de façon tout à fait classique, puisqu'elle compte deux parties, une partie de phonétique et une partie de morphosyntaxe. La pensée et la langue de Ferdinand Bruno est un ouvrage plus curieux. Alors, c'est un ouvrage publié en 1922, donc plutôt en fin de carrière, qui constitue le fruit de près de 20 ans de réflexion, tant sur l'enseignement de la grammaire que sur l'histoire de la langue. C'est une grammaire destinée aux maîtres de français à tout degré, mais aussi aux savants. On voit donc qu'elle remplit à la fois une ambition pédagogique et une ambition scientifique. Et c'est un ouvrage ambivalent, on l'avait déjà vu avec un extrait de la préface, on le voit aussi avec ce sous-titre un petit peu étonnant, Méthode, principe et plan d'une théorie nouvelle du langage appliqué au français. Quelle est cette théorie nouvelle dont parle Bruno ? Il s'agit en fait de ne pas présenter les faits linguistiques selon l'ordre des parties du discours et des catégories grammaticales, mais de proposer un classement en fait idéologique. Ça donne la chose suivante pour ce qui est du plan d'ensemble de l'ouvrage: les êtres, les choses, les faits, circonstances, modalités, la caractérisation des êtres, des choses, des actes et les relations. Alors bien sûr, sous ces dénominations sémantiques, on retrouve peu ou prou les parties du discours. Néanmoins, on a quand même des développements intéressants et originaux dans la pensée et la langue. Et en fait, ce que je dirais ici concernant cet ouvrage, c'est un travail que j'ai fait ailleurs, c'est que c'est un nouveau type d'outil linguistique que Bruno souhaite donner le jour, qui, sur le modèle des premières tentatives de dictionnaire idéologique, permettent de s'informer non pas tant sur la validité de telles constructions syntaxiques que sur les formes grammaticales existantes pour exprimer notre pensée. Donc évidemment, ça va avoir des incidences sur comment les règles grammaticales sont présentées dans cette grammaire. Alors, je commence par les règles orthographiques chez Cléda. Donc Cléda, on l'a dit, est engagé en faveur d'une réforme de l'orthographe, et donc dans son ouvrage de 1994, il va on est en plein dans cette tentative de réforme, donc il va essayer de proposer des règles alternatives. Par exemple, il note que pour l'orthographe des mots dans lesquels T se prononce S dans les suffixes, la solution, c'est de remplacer partout le T par un S, donc sur le modèle de extension et non extension avec un T, qui deviendrait la règle au lieu d'être l'exception. Donc, ce qu'il essaye de faire, c'est de mettre en correspondance phonie et graphie. Autre exemple qui concerne l'orthographe des mots composés, Cléda propose en fait de se débarrasser des tirets, et il nous dit: nous proposons d'ériger en règle soit la soudure, soit la juxtaposition, et de supprimer les exceptions. Donc ici, ce qui se manifeste, c'est une volonté de simplification et de régularisation de l'orthographe. Je prends un dernier exemple qui montre également cette volonté de régularisation. C'est l'orthographe, la règle qui concerne l'orthographe des verbes de la troisième conjugaison à l'indicatif présent, pardon. Cléda nous dit: la règle devrait être celle-ci. Dans la conjugaison morte, la troisième personne de l'indicatif présent se termine toujours, comme en latin, par un T.
Donc, on voit que les propositions de Cléda visent à rendre l'orthographe plus régulière et à formuler des règles qui ne comptent pas d'exception. Autre point intéressant en ce qui concerne l'orthographe chez Cléda, c'est que il a des propositions d'intervention qui ne prennent pas tant la forme d'une volonté de régularisation que d'une certaine tolérance à l'égard de ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est ce qu'on a quand il est question de l'accord des participes passés. Alors ici, dans cette citation des verbes coûter, valoir, il y a eu, il a fallu, Cléna nous dit: on pourrait formuler comme suit une règle comprenant tous les verbes dont nous venons de parler. Lorsqu'un verbe neutre ou impersonnel est précédé d'un pronom régime, le participe peut rester invariable ou s'accorder avec le nom assimilé à un complément direct. On retrouve également cette question de tolérance quand il est question de la variabilité ou invariabilité du participe précédé du partitif en. Tolérance parce qu'on observe avec des exemples que la langue est dans ce cas visiblement contraire à la règle des grammairiens. Et il nous donne les deux phrases suivantes: vous avez poursuivi des grives, je sais combien vous en avez tué, et ES. Mais vous avez pêché des carpes, je sais combien vous en avez pris et non prises. Et on observe à l'occasion de cet exemple que la prononciation sert en fait de guide pour indiquer quelle est la bonne règle. La prononciation est en même temps ce qui fixe la limite possible d'une réforme orthographique. C'est ce qu'on a avec l'adverbe tout, par exemple, qui, dit Cléda, peut toujours s'accorder au singulier et doit rester invariable au pluriel, excepté devant un mot féminin commençant par une consonne. Cette exception est regrettable, mais c'est un fait de langue et non un fait d'orthographe. On ne peut le réformer. Donc pour lui, aller contre une prononciation déjà installée serait aller contre la langue et on ne peut pas réformer en ce cas. Maintenant, qu'en est-il des règles orthographiques chez Bruno ? On se trouve face à deux cas de figure. Alors, ce qui change, c'est que comme La pensée et la langue est publiée en 1922, donc elle fait suite à l'échec de la réforme de 1905-1906, on ne va pas trouver des propositions de réforme en tant que telles. On va avoir simplement des allusions à la possibilité d'une modification des règles. Par exemple, ici, quant à l'X, elle est toujours de règle. On n'en voit pas bien l'utilité. Pourquoi cadeau avec X? À quoi bon feu et pneu avec X et S respectivement? Pou et fou. Un acte de courage nous débarrasserait d'une complication absurde et inutile. Et on a cette note de bas de page. Il n'y a que quelques mots en ou: bijou, caillou, chou, genou, joujou, hibou, pou. Donc on voit que là, Bruno ne propose pas une nouvelle règle, il se contente de la suggérer. Et ce passage, aussi anecdotique qu'il paraît, c'est vraiment caractéristique de sa pratique grammaticale dans La pensée et la langue, puisque pour lui, il ne s'agit pas tant de rappeler les règles traditionnelles. On voit que la liste des 7 pluriels en ou est reléguée en note de bas de page, que de discuter du bien fondé de ces règles. Le deuxième cas de figure, c'est quand on ne peut pas modifier l'orthographe, mais à défaut, on peut essayer de proposer une reformulation des règles qui conviennent mieux à la réalité de la langue et qui rendent leur apprentissage plus facile. Donc, on va considérer la règle d'accord du participe passé des verbes pronominaux, selon laquelle l'accord de ces participes se fait sur le modèle des participes avec avoir. La solution proposée par Bruno pour reformuler la règle sans changer les formes linguistiques est de renverser la perspective. Donc il nous dit, la règle est la suivante: tout verbe de forme pronominale, que ce verbe soit actif, passif, réfléchi, réciproque, du moment qu'il est construit avec être, accorde, comme les verbes conjugués avec être, son participe avec son sujet. Donc, on voit que plutôt que d'étendre la règle d'accord des participes avec avoir au participe des verbes pronominaux, il est préférable de continuer à considérer, chaque fois que cela est possible, que ces participes suivent la règle d'accord des participes avec être.
En effet, si on prend les phrases qu'il donne comme exemple, elles se sont tues, vendues, lavées, taquinées, etc., on voit que l'on dise que l'accord se fait avec l'objet direct ou avec le sujet, le résultat de l'application de la règle d'accord est identique. Donc, la reformulation qu'il propose est plus satisfaisante dans la mesure où elle est fidèle à l'histoire de la langue et à l'analyse syntaxique qui prévalait avant l'intervention des grammairiens de l'Académie. Par ailleurs, Bruno fait un cas impar d'un certain nombre de phrases. Donc, c'est la suite de la citation. Il n'y a qu'une exception si le verbe peut être tourné par le participe avec avoir et que le pronom se soit dans l'ancien sens du mot complément indirect, c'est-à-dire suivant la nouvelle nomenclature ne soit pas complément d'objet direct, on applique la règle des verbes conjugués avec avoir. La tâche qu'il s'est donnée, les facilités que les deux peuples s'étaient accordées, elles s'étaient croisées les bras, ils s'étaient donné mutuellement tous leurs biens. Donc, on voit avec cette deuxième partie de la citation que ce ne sont pas l'ensemble des verbes pronominaux qui font exception, mais seulement ceux d'entre eux pour lesquels l'accord du participe passé a changé avec la grammatisation de la langue. En d'autres termes, la solution proposée par Bruno est de considérer indépendamment les uns des autres les faits naturels et les faits artificiels. Un tel partage permettant de relativiser la notion d'exception. En fait, chez lui, toutes les exceptions véritables peuvent être réunies en un seul cas de figure, celui où on peut observer une discordance entre l'intuition des locuteurs et les prescriptions des grammairiens. Passons maintenant aux règles morphologiques chez Cléda. Comme pour les règles orthographiques, on peut distinguer des cas où il est possible d'intervenir. C'est par exemple pour ce qui est du genre du mot hymne. Cléda nous dit « Mais le nouveau genre est si bien entré dans l'usage qu'on ne choquerait personne en disant un bel hymne d'église. Il y a là une exception à faire disparaître. » Donc, on voit ici que ce que cherche à faire le grammairien, c'est à mettre les règles de la grammaire en conformité avec l'usage. L'autre cas plus intéressant, c'est quand on ne peut pas intervenir sur la morphologie, mais on peut essayer d'adopter une présentation plus satisfaisante. Cléda observe qu'on ne peut faire rentrer les verbes tels que partir dans la même conjugaison que les verbes tels que finir en les considérant simplement comme irréguliers, qu'en fait partir doit être regroupé avec des verbes comme rendre et devoir, et se dessine ainsi un principe de réorganisation des conjugaisons qui serait plus satisfaisant d'un point de vue descriptif. Plus curieux, il s'intéresse au participe passé des verbes mourir, être, naître, clore, éclore, offrir, ouvrir, couvrir et souffrir, et il note que ces participes passés sont irréguliers. Et ensuite, il observe que les 4 derniers participes, donc offert, ouvert, couvert et souffert, peuvent être réduits à une règle ainsi conçue. Les verbes dont le radical se termine par une R précédée d'une autre consonne perdent cette R au participe passé et lui substituent la désinence ERT. Donc, c'est assez curieux parce que parmi les exceptions, il observe que certains de ces verbes se forment de la même manière et que donc on peut formuler une règle commune. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, ils ne sont plus irréguliers, qu'il n'y a plus d'exception? Ce qui est sûr, c'est que le grammairien cherche ici à identifier coûte que coûte des noyaux de régularité dans la langue, même dans les zones où l'on serait où il y aurait de l'irrégularité. On peut approfondir cette notion d'irrégularité chez Cléda en observant qu'en fait, cette notion peut être définie de 2 points de vue. Il nous dit par exemple, quand il parle de la conjugaison à l'indicatif présent, les seuls verbes qui soient vraiment irréguliers sont être, avoir, aller, pouvoir, savoir et faire. Et il y a cette petite note après irrégulier.
c'est-à-dire qui s'écartent de la conjugaison ordinaire, car au point de vue de l'histoire de la langue, ces verbes sont souvent plus réguliers que les autres, plus conformes aux lois phonétiques. Donc, en fait, ici, on a une définition de la notion d'irrégularité de deux points de vue, d'un point de vue synchronique et par rapport à l'histoire de la langue. Et donc, on en trouve, on peut regarder d'autres citations, par exemple celle-ci, où il est question de la formation du futur. Cléda nous dit, dans l'état actuel de la langue, les seuls futurs de verbes en ir qui soient vraiment irréguliers sont tiendrait, viendrait et cueillerait, car mourrait, courrait, conquerrait sont conformes à une règle que nous avons pu formuler. En fait, Cléda donne la règle de formation du futur. Il nous dit il n'y a que deux exceptions, le verbe être et le verbe faire. Et ensuite, il examine une autre série de verbes. Et là, il remarque que le futur des verbes mourir, courir et conquérir s'explique par la chute d'un i, donc par une loi phonétique. Et donc, en vertu de la citation qui précède, ils sont réguliers du point de vue de l'histoire de la langue. En revanche, tenir, venir et cueillir, pour ces verbes-là, on a chute d'un i puis réflexion, donc ils sont moins irréguliers. Donc là, il est question de régularité, irrégularité au point de vue de l'histoire de la langue. Et je prends encore une troisième citation où il me semble qu'on tend à avoir une confusion entre le plan synchronique et le plan diachronique. Donc Cléda nous dit, si l'on fait rentrer dans des règles de détail les prétendues irrégularités qui ne sont que des cas particuliers soumis à des lois précises, on réduit singulièrement le nombre des verbes irréguliers en re, war et ir. Alors maintenant, qu'en est-il des règles morphologiques chez Bruno ? L'objectif de Bruno, c'est de proposer une description qui soit exacte sur le plan phonétique et qui permette de discerner les prétendues exceptions des véritables irrégularités morphologiques. Alors, j'ai pris l'exemple de la règle de formation du futur que Bruno affectionne beaucoup. Il nous dit, donnons un second exemple d'une règle ancienne et fausse. Je prendrai celle qu'on enseigne pour la formation du futur. Elle est très simple sans doute. À l'infinitif, on ajoute est, a. On constate aisément que cette règle ne convient pas pour les verbes à infinitif en ER, comme aimer, jeter, semer, etc. En fait, elle fonctionne d'un point de vue graphique, mais pas d'un point de vue phonétique, puisqu'on obtiendrait quelque chose comme aimer et non aimerait. Et en plus de ça, elle ne permet pas de rendre compte de verbes pour lesquels on a une modification orthographique, comme jetterait ou sèmerait. Pour pallier à ces difficultés, Bruno propose la règle suivante, qui est celle généralement enseignée aujourd'hui. La vérité est que depuis longtemps, le futur des verbes en E infinitif ER, c'est-à-dire de l'immense majorité des verbes, se forme de la première personne du singulier du présent de l'indicatif, suivi de l'air de l'infinitif et des terminaisons est, a. Donc, cette règle-ci, reformulée de cette manière, présente l'avantage d'être exacte à la fois d'un point de vue orthographique et d'un point de vue phonétique. Elle présente aussi l'avantage de ramener au statut de forme régulière les formes jetterait, sèmerait, jusque-là considérées comme des exceptions. En fait, plus généralement, c'est la présentation de l'ensemble des formes de futur qu'il convient de revoir pour Bruno. Donc, c'est la troisième citation de cette diapositive. Au lieu de me contenter d'une fausse règle tout apparente et de présenter le reste comme exception, il me semble qu'il y aurait quelque chose de gagné pour la grammaire et pour l'éducation générale si l'on disait il y a trois espèces de futurs dans notre langue, de vieilles formes contractes qui ne s'expliquent que par le latin, mourrait, verrait, des futurs formés de l'infinitif, finirait, rendrait, des futurs modernes formés du présent de l'indicatif auquel on ajoute R de l'infinitif, puis la terminaison. Donc on voit ici que si Bruno cherche bien à donner une description en synchronie du français moderne, il ne s'interdit pas pour autant de recourir à des éléments d'histoire de la langue et il montre qu'on peut séparer les formes du futur du français moderne en trois groupes distincts qui correspondent chacun à trois moments de formation différents dans l'histoire de la langue.
il remarque que d'un côté, on a des futurs réguliers qui sont formés sur l'infinitif et le présent, et de l'autre, des futurs irréguliers qui sont des faits anciens qui n'ont pas évolué, mais qui sont issus de formes régulières du latin populaire. Alors, je finirai ce tour d'horizon des différents types de règles avec les règles syntaxiques, ou plus exactement morphosyntaxiques, chez Cléda. Une chose qui m'a intéressée quand il traite de morphosyntaxe, ce sont les notions d'usage et de tendance de la langue qu'on trouve chez un certain nombre d'auteurs, pas seulement chez lui. Il dit par exemple, après sans que, l'omission de la négation tend à devenir la règle, et c'est lorsque sans que est précédé d'une autre négation que le nœud explétif se maintient le mieux par une sorte d'attraction. Ici, le mot règle est à prendre dans le sens d'usage dominant. La notion de tendance, on la voit intervenir par exemple quand il nous parle de l'ordre des pronoms régimes avant et après le verbe. Et ce qu'on comprend en lisant la citation, c'est que la formulation d'une règle nécessite de mettre en évidence les tendances de la langue, donc tendances qui éventuellement peuvent s'affronter. En l'occurrence, ici, une tendance à mettre en premier lieu le régime indirect et une autre tendance qui serait de mettre en premier lieu le pronom le moins sonore. Et il me semble en fait qu'il y a un glissement de la notion de tendance à la notion d'usage et inversement dans les textes de Cléda, puisque par exemple, quand il est question de l'emploi d'un adjectif devant un nom avec une valeur prépositive, il nous dit la tendance de la langue est évidemment de le rendre invariable, plein la tête, plein les yeux avec un S est moins conforme à l'esprit de la langue, et elle en a pleine la tête est une faute grave contre l'usage. La question qui se pose, si ces notions d'usage et de tendance sont tellement importantes pour écrire les règles, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer quel est l'usage et comment on peut observer quelles sont les tendances de la langue. Alors, je prendrai l'exemple de l'accord de l'adjectif qui se rapporte à plusieurs noms. Je lirai seulement la deuxième partie de la citation, à partir de Racine. Racine a pu dire « Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle, d'un courage et d'une foi nouveaux ne serait pas français. » En intervertissant l'ordre des substantifs et en plaçant le masculin le dernier, il semble au premier abord qu'il est tout à fait correct d'écrire d'une foi et d'un courage nouveau, mais en réalité, nouveau serait mieux au singulier, car s'il se rapporte logiquement aux deux substantifs, il ne se rapporte grammaticalement qu'au dernier, comme on peut s'en convaincre en lui substituant un adjectif qui ne se prononce pas au pluriel comme au singulier. On ne dira pas d'une foi et d'un courage loyaux. Au contraire, armez-vous d'une foi et d'un courage loyal serait tout à fait d'accord avec armez-vous d'un courage et d'une foi loyale. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que le grammairien a à la fois recours à son sentiment linguistique, à l'utilisation d'exemples attestés, un exemple de Racine ici, et à des manipulations. Et on voit, on l'avait déjà observé sur d'autres exemples, que la prononciation est considérée comme importante pour se guider dans la détermination de l'esprit de la langue. L'objectif de Cléda, c'est donc de formuler des règles qui soient autant que possible respectueuses des tendances de la langue, ce qu'on voit encore avec cette dernière citation qui concerne la même règle d'accord de l'adjectif. Il nous dit, lorsqu'un adjectif se rapporte à plusieurs noms de différents genres au nombre, il est commode de le mettre au masculin pluriel, mais comme on fait en cela violence à la langue, il faut que la violence ne soit pas apparente. Enfin, concernant les règles syntaxiques chez Bruno, je prendrai l'exemple de la règle d'emploi du subjonctif après proposition négative. Pour Bruno, l'emploi brutal d'une telle règle fait courir le risque de priver le locuteur de la possibilité d'exprimer une nuance de sens.
Donc, je prends quelques exemples. Si on dit « il ne peut admettre que sa femme soit morte », la mort de la femme n'est pas certaine. Par contre, si on dit « il ne peut admettre que sa femme est morte », la mort de la femme est avérée. Autre problème, un emploi mécanique du subjonctif peut conduire à des illogismes. Après, ne pas douter, la subordonnée est au subjonctif, alors même que l'absence de doute est exprimée, comme dans la phrase « je ne doute pas qu'il vienne ». Donc le problème pour Bruno ici, c'est que le mode subjonctif s'introduirait dans des phrases où la pensée ne le justifie pas et où seule l'analogie des formes l'amène. Alors qu'en est-il maintenant des exemples qui dérogent à la règle que l'on vient de mentionner? Donc c'est l'exemple de Benjamin Constant, « Malheur à l'homme qui, dans les premiers moments d'une liaison d'amour, ne croit pas que cette liaison doit être éternelle ». Pour Bruno, il ne s'agit ni d'une exception ni d'une faute. Pour lui, toutes les formes linguistiques, si tant est qu'elles soient motivées, ont potentiellement droit de citer. Et l'exemple de Benjamin Constant est mobilisé dans l'argumentation pour montrer que la langue tend à s'affranchir des contraintes qui lui sont imposées de l'extérieur. Ce type de cas permet à Bruno de mettre en lumière ce qu'il appelle une loi du langage, qui est la suivante. La loi générale est que la modalité l'emporte sur la relation. Et il dit encore, c'est toujours la même loi qui agit sur le langage. Les contraintes imposées pour marquer les relations logiques cèdent à un instinct supérieur qui pousse à exprimer la modalité sous laquelle le fait apparaît à l'esprit. C'est là l'essentiel pour la pensée. Le sens domine les mécanismes syntaxiques. Donc, l'objectif de Bruno, c'est de discuter l'adéquation des règles syntaxiques avec les lois qui dirigent la marche du langage et de montrer que la syntaxe ne se réduit pas à de simples mécanismes grammaticaux. Après ce tour d'horizon des règles orthographiques, morphologiques et syntaxiques chez Cléda et Bruno, je voudrais vous parler de la notion de servitude grammaticale, qui est une notion qui oppose les deux auteurs sur la question des règles, évidemment. En fait, quand Bruno parle de servitude grammaticale, il parle de cas où la tradition ou des règles font obstacle à l'emploi de la forme linguistique que la pensée exigerait. Et il donne plusieurs exemples. L'impossibilité de construire si conditionnel avec un conditionnel, l'emploi du subjonctif après que, après pour que, etc., etc. J'étudierai un seul exemple, celui que j'ai mis en gras, qui est l'emploi du subjonctif après bien que et quoique. Ce qu'observe Bruno, c'est que l'usage était assez libre jusque dans la première moitié du XVIIe. Malherbe autorisait encore les deux modes. On pouvait aussi bien avoir bien que vous fûtes que bien que vous fussiez. Mais dans la seconde partie du XVIIe, la règle mécanique triomphe, l'Académie posant en principe que bien que et quoique gouverne le subjonctif. De cette contrainte, donc de cette servitude, résulte une difficulté, 1, à exprimer un fait positif, 2, à exprimer une éventualité. Et la langue populaire, certains auteurs sont à même de s'affranchir de cette contrainte, de cette servitude, en employant l'indicatif, en disant par exemple « je le regrette quoi qu'il était vraiment difficile de caractère, on ne l'a pas fait, quoi qu'il aurait bien fallu le faire ». Cléda fait des commentaires sur la notion de servitude grammaticale en 1928 dans un article intitulé « Servitude grammaticale ». Et il nous dit la chose suivante. Parmi les faits de syntaxe qualifiés de servitude grammaticale par M. Bruno dans La pensée et la langue, une distinction s'impose. Il y a d'une part des faits plus ou moins singuliers, mais parfaitement établis, mais il y a d'autre part des faits discutables, mal compris et mal présentés dans nos grammaires classiques, et d'où l'on a tiré de fausses lois contre lesquelles l'insurrection est licite, voire même louable.
Et il donne deux exemples. Un exemple de fait singulier mais parfaitement établi, c'est l'utilisation du présent ou de l'imparfait après si conditionnel pour exprimer le futur. Il dit ce n'est pas là, à vrai dire, une servitude, pas plus que l'obligation d'appliquer à un chat le nom chat au lieu de tout autre mot et de conjuguer je vais, nous allons. Le deuxième exemple, emploi du nœud explétif, qui serait un fait discutable, mal compris et mal présenté dans les grammaires. Alors, je ne vais pas présenter cet exemple en détail car il est peu développé chez Cléda, mais je considérerais plutôt l'emploi du subjonctif après bien que et quoique une nouvelle fois. Donc, pour Cléda, donc bien que et quoique sont des conjonctions d'opposition de choses, soit une opposition pure et simple, intensité. Et le problème qui s'est posé, c'est que malgré l'effacement progressif de l'idée d'intensité, le subjonctif a été maintenu au lieu de disparaître, si bien qu'on se retrouve avec une extension indue du subjonctif au sujet de laquelle Cléda dit lorsque l'action opposée purement et simplement est passée ou présente, l'extension indue du subjonctif n'est pas assez ancienne ni assez générale qu'on ne puisse réagir. Bossuet écrit « Quoiqu'elle n'avait pas mérité d'être frappée, quoiqu'aux yeux elle n'est pas si forte, trompée par la règle sans nuance de nos grammaires, nous avons pris l'habitude de toujours mettre le subjonctif. Mais le peuple, dans son instinct de la logique du langage, rejoint Bossuet et Molière en disant « Elle viendra, quoiqu'elle n'a pas écrit ». Donc on retrouve cette même attention chez Cléda comme chez Bruno à la langue du peuple et à la langue des grammairiens ou de certains grammairiens tout au moins, qui permettent de faire apparaître qu'il y a des choses qui sont contraires aux règles énoncées par les grammaires. Cléda fait également des observations sur la notion de servitude grammaticale dans un ouvrage qui s'appelle En marge des grammaires, qui est un ouvrage de 1932, mais qui regroupe des articles plus anciens qui ont été écrits en réaction à la pensée et la langue de Bruno. Cléda nous dit, en parcourant la pensée et la langue, on est frappé de la prodigieuse richesse de la langue et de l'extrême variété des moyens dont elle dispose pour exprimer une même idée, un même sentiment. D'autre part, on a l'impression d'une grande complication, de règles injustifiées, de servitudes qui encombrent et entravent la langue et au milieu desquelles elle se débat. La première de ces impressions est très juste, la seconde résulte d'une interprétation inexacte des faits. En fait, pour Cléda, il y a peu de servitude véritablement dans la langue. On peut considérer comme tel que les chinoiseries orthographiques aient un certain nombre de règles rigides de syntaxe imposées aux écoliers, mais qui ne pèsent guère sur la langue courante ni sur les bons écrivains. En ce qui concerne les règles d'emploi des modes, bien souvent, on serait en présence d'une interprétation inexacte des faits. Et là, Cléda met en avant une question de méthode, à savoir qu'il ne faut pas faire comme fait Bruno dans La pensée et la langue, c'est-à-dire d'étudier le subjonctif dans différents chapitres de manière un peu éclatée, mais il dit il y a grand intérêt à les étudier d'ensemble en un chapitre spécial. C'est à mon sens le seul moyen de les bien comprendre et de faire ressortir sous la variété des emplois l'unité foncière de chaque mode. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que alors que pour Bruno, les emplois du subjonctif en subordonné montreraient qu'il y a des discordances entre le langage et la pensée, au contraire, pour Cléda, on pourrait montrer qu'il y a une adaptation fine du langage à la pensée. Bruno affirme que le subjonctif n'est bien souvent qu'une forme de subordination et il distingue trois types de discordance entre le langage et la pensée, les attractions, les abandons de mode et les emplois illogiques des modes.
On peut en prendre trois exemples. Quoi qu'ils prétendent qu'ils sachent un peu l'anglais, ils n'en comprennent pas un mot, qui illustrerait donc l'attraction de mode, sache étant entraîné par prétend. L'exemple de Voltaire, croirait-on qu'on pu introduire une jeune amoureuse dédaignant de subjuguer un amant qui ait déjà eu d'autres maîtresses et mettant sa gloire à triompher de l'austérité d'un homme qui n'a jamais rien aimé. Là, on aurait un abandon de mode puisqu'on commence par le subjonctif et on finit par l'indicatif. Et enfin, emploi illogique des modes qui seraient illustrés par des phrases comme j'espère qu'il viendra, j'attends qu'il vienne. Alors, je ne commenterai en détail que le tout dernier exemple pour abréger un peu. Donc pour Bruno, on viendra à l'indicatif et vienne au subjonctif, ce qui est tout à fait illogique. Ici, les modes seraient en désaccord avec leur valeur essentielle. En effet, dans la première phrase, la venue n'est nullement assurée, alors que dans la seconde, le fait peut être tout à fait certain. Cléda considère différemment la chose. Il nous dit ce qui prévaut dans la signification du verbe espérer, c'est l'idée de la réalisation sur laquelle on compte. Après attendre, au contraire, l'idée de l'action attendue reste dans la conception du sujet parlant, ne se précise pas en réalité, d'où le subjonctif, alors même que, d'après le contexte, la venue serait certaine. Ce qui nous amène donc à l'unité foncière des modes indicatifs et subjonctifs. Cléda nous dit l'indicatif est le mode de l'action affirmée, tandis que le subjonctif est le mode de l'action envisagée. Ce qu'il vérifie en analysant toute une série d'exemples. Alors là encore, j'en étudierai un seul, je vais prendre le dernier. Il a trouvé un camarade qui partira avec lui. Il n'a pas de trouvé de camarades qui partent avec lui. Dans le premier cas, on a une réalité ou une possibilité qui est affirmée, alors que dans le second cas, on a une possibilité qui est seulement envisagée. D'où Cléda conclut, en résumé, on emploie l'indicatif toutes les fois que le sujet parlant ou dont on affirme plus ou moins formellement la réalité ou la non-réalité de l'action. On emploie le subjonctif toutes les fois que l'action est conçue comme étant l'objet de toute autre opération de l'esprit ou mouvement de l'âme qu'une affirmation. Donc, ce qu'on observe avec cette histoire de servitude grammaticale, c'est que d'un côté, on a une vision plutôt manichéenne de Bruno qui oppose liberté expressive et servitude grammaticale, et de l'autre, une vision de la langue unifiée de Cléda qui met en évidence l'utilisation flexible des structures grammaticales avec leurs restrictions et leurs latitudes. Je conclurai cette présentation en faisant quelques observations rapides sur le rôle du grammairien selon Cléda et Bruno. Tout d'abord, je vais revenir sur la terminologie utilisée par les auteurs, puis je mettrai en avant quelques aspects remarquables de la réflexion de Cléda et de Bruno, avant de finir sur une petite discussion sur la notion de normes linguistiques. Alors, quelle est la terminologie utilisée par Cléda? On a pu plus ou moins s'en rendre compte au travers des différentes citations que j'ai données. En fait, le mot règle est très largement utilisé en tandem avec exception, et ce dans tous les domaines, orthographe, morphologie, syntaxe. On observe néanmoins que irrégularité et particularité peuvent concurrencer exception dans le domaine morphologique, ce qui n'est pas toujours sans ambiguïté. On rencontre également les mots principe et loi utilisés comme synonymes de règle. En fait, ces trois mots sont assez largement interchangeables, comme on le voit avec les passages que j'ai mis en gras sur la diapositive. Pour décrire l'accord du participe passé avec avoir, il va être tantôt question de la règle d'accord avec le complément, du principe déjà vieux ou de la loi d'accord avec le complément direct. Par ailleurs, loi est aussi utilisée dans d'autres sens. Il est utilisé lorsqu'il s'agit pour le grammairien d'énoncer un truc permettant de connaître l'emploi approprié. Et à côté de ça, il apparaît dans les expressions loi phonétique et loi du langage pour parler de loi d'évolution.
Alors, comment expliquer ces multiples emplois du terme loi? Est-ce qu'on a une contamination du vocabulaire de la grammaire historique et comparée? C'est plutôt vraisemblable. Et est-ce que quand Cléda emploie le terme loi, finalement, c'est un terme qui serait plutôt neutre ou qui serait là pour conférer une aura de scientificité à la description, un petit peu comme on avait vu le voir dans l'avertissement de l'éditeur de la grammaire classique. Pour ce qui est de Bruno, on a une utilisation de la terminologie qui est différente et qui n'est pas facile à établir parce que le métadiscours de Bruno comporte certaines ambiguïtés. L'emploi des termes règles, principes et lois n'est pas complètement stable. Toutefois, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance à distinguer les trois termes. D'abord, il y a une forme de hiérarchisation. Par exemple, concernant l'emploi de son, ça, c'est versus en, Cléda nous dit « Cependant, ce n'est point une loi grammaticale qui y oblige, c'est la clarté et l'élégance, et plus d'une fois, les écrivains s'en sont départis. » Donc ici, on voit que les règles sont du côté des convenances, alors que la loi est du côté du fonctionnement véritable de la langue et d'une idée de systématicité dans la description. Deuxièmement, et ce n'est pas contradictoire avec ce qui précède, les termes règles, principes et lois peuvent être utilisés pour mettre en jeu des objets au statut épistémologique, semble-t-il, différent, puisqu'il est d'un côté question des règles artificielles imposées par certains grammairiens, par exemple les règles orthographiques, des principes généraux sur lesquels repose la morphosyntaxe de la langue, par exemple la place de l'adjectif par rapport au nom, et des lois du langage qui rencontrent des évolutions morphologiques, comme la formation du futur, et de la manière dont se règlent les conflits entre syntaxe et sémantique, par exemple l'emploi du subjonctif. Je continuerai en soulignant un aspect remarquable de la réflexion de Bruno, par lequel il s'oppose d'ailleurs, un aspect remarquable de la réflexion de Cléda, pardon, par lequel d'ailleurs il s'oppose à Bruno. Cela concerne la question des explications grammaticales. On lit à propos d'un cas particulier, Bruno nous dit qu'il se borne à enregistrer les faits que d'autres ont le devoir d'expliquer, sans avoir la prétention de tout éclaircir, ni celle de substituer mon exposé à celui de M. Bruno, si abondamment documenté. Je m'attacherai ici à expliquer dans toute la mesure où je le pourrai. Donc pour Cléda, le grammairien ne doit pas se contenter de rassembler un corpus comme le fait Bruno, il doit dégager les lois qui régissent le fonctionnement de la langue et expliquer les faits. Pour lui, tous les faits requièrent une interprétation. Et ces explications grammaticales auxquelles il a recours sont fondées tant sur l'observation juste de l'usage que sur le rôle de la pensée et sur l'histoire de la langue. En particulier, la composante historique remplit deux finalités, l'une pédagogique et idéologique, l'autre méthodologique et théorique. L'usage de l'histoire, comme le rappelle d'ailleurs Lowers, permet de donner du relief à la description, d'établir des comparaisons, d'expliquer l'irréductible, de mettre en évidence des tendances en cours et d'établir des critiques. Pour résumer, chez Cléda, c'est grâce à la philologie qu'on peut atteindre à une véritable compréhension des phénomènes linguistiques. La perspective est un peu différente chez Bruno. Le premier aspect remarquable de sa réflexion concerne la place qu'il faut accorder à la grammaire dans l'enseignement de la langue. Bruno remet en cause un enseignement qu'il estime fondé sur l'idée que les langues s'enseignent théoriquement par règles et par chapitres, et propose au contraire d'avoir recours à une méthode inductive qui part de l'observation des productions particulières des élèves pour les amener à formuler d'eux-mêmes la règle. Donc c'est ce qu'on peut lire ici, se produisant à ce moment, quand la règle aura été découverte par un effort personnel, ne voit-on pas qu'elle aura une autre réalité, une autre autorité pour l'enfant, que si on a commencé par elle, que si on l'a énoncée toute faite. Deuxième aspect remarquable de la réflexion de Bruno,
c'est le rôle de l'histoire de la langue dans la description grammaticale. Bruno nous dit: la grammaire historique a en outre commencé à faire pénétrer dans quelques cerveaux une conception nouvelle de la règle grammaticale. Et en fait, on voit que l'entreprise de critique des règles menée par Bruno vise à montrer que celles-ci sont le produit de l'histoire de la langue en même temps que de l'histoire des descriptions auxquelles elle a donné lieu. En particulier, Bruno cherche à montrer qu'il n'y a pas d'exception dans la langue. Les exceptions orthographiques ne sont pour lui que des anomalies, des faits anormaux dont on devrait se débarrasser. Les exceptions morphologiques sont soit des formes régulières mal décrites, soit des formes irrégulières issues d'anciennes formes régulières. Et enfin, les exceptions aux règles de syntaxe sont motivées par des nécessités d'expression et ne sont de ce fait pas moins légitimes que les autres réalisations syntaxiques. Enfin, le troisième aspect remarquable de la réflexion de Bruno est d'avoir montré qu'il n'y a pas de solution de continuité entre histoire des idées linguistiques, histoire des outils linguistiques et histoire de la langue. Bruno refuse aussi bien le caractère artefactuel des règles des grammairiens que de la langue idéale qu'ils décrivent, et pour lui, faire de la grammaire en linguiste, c'est réfléchir sur le corpus des règles fournies par la tradition et démêler ce qui est conforme aux lois du langage de ce qui résulte de l'action des grammairiens sur la langue. Si on voulait résumer, on pourrait dire, enfin en tout cas c'est comme ça que je comprends les choses, que dans sa démarche, Cléda a plutôt une démarche de philologue, quand Bruno a plutôt une démarche d'historien de la grammaire. Ceci m'amène à ma toute dernière diapositive dans laquelle je ferai quelques observations sur la notion de règles linguistiques. On peut se demander tout d'abord si Cléda et Bruno peuvent être considérés comme des botanistes ou des jardiniers du langage. Alors je reprends cette métaphore à Michel Bréal, entre autres, qui nous dit que le linguiste est un botaniste, tous les faits du langage méritent son attention, tandis que le grammairien est un jardinier qui explique les usages, prévient les innovations mal entendues, éloigne les nouveautés dangereuses. Je ne sais pas si on peut complètement répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut attribuer un certain mérite à Cléda et Bruno de s'être occupés d'une discipline aussi mal cotée qu'elle pouvait l'être à l'époque, la grammaire française, que pouvait être à l'époque la grammaire descriptive du français contemporain. On est en fait au tournant 19e, 20e dans un moment de transition où on s'interroge sur la légitimité de la discipline et où a été abandonné le modèle de la science classique qui ne faisait pas de distinction ontologique entre description et prescription. Dans ce contexte, quel est le statut exactement de la discipline grammaire française ? C'est un statut peut-être hésitant. Ça nous renvoie à l'utilisation du terme loi dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit d'un simple transfert de vocabulaire des sciences de la nature qui n'aurait aucune valeur heuristique, ou est-ce que l'utilisation du terme loi permettrait d'identifier de véritables objets épistémologiques ? On voit bien cette hésitation du statut de la discipline avec la récurrence avec laquelle les auteurs essayent d'appuyer leur légitimité scientifique. Cette légitimité scientifique est tirée du recours à la grammaire historique et comparée et de l'évocation d'une certaine tradition grammaticale comme repoussoir. Chez Cléda et chez Bruno, on a un imaginaire du naturel, du réel de la langue que l'on découvre en étudiant la langue du peuple et la langue des modernes qui savent leur langue. Dans cette perspective, la correction n'est pas tant vue comme le résultat de l'application d'une norme sociale que comme un principe présenté comme objectif. Ainsi, pour Cléda et Bruno, seul le savant habitué à suivre la langue peut débattre de la norme et exercer sur elle une action volontaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Aurélia, merci pour cet exposé très riche. On est en plein dans l'histoire de la discipline.
ça suscite évidemment énormément de questions et je passe la parole tout de suite à la salle. Bon, Je peux poser peut-être une question bien euh, sûr. sur la dernière partie, le point de vue du rôle du grammairien par Bruno et cette volonté qu'il a de privilégier une approche inductive de la grammaire. J'aurais voulu savoir si tu voyais qu'il y avait des ponts qui étaient faits entre cette conception dans la grammaire française et les différentes conceptions qui émergent autour de l'apprentissage des langues avec la méthode directe. Je voulais savoir si peut-être il y avait un dialogue entre ces différents didacticiens, ceux qui s'occupent de la didactique des langues, et je pense à Francis de Gouin ou à Charles Schweitzer, par exemple, parce que c'est à peu près la même époque. Alors, je ne pourrais pas te répondre très précisément. Peut-être que Muriel en sait plus que moi sur ces questions. Mais les réflexions de Bruno, de manière générale, ont plutôt été assez inspirantes d'un point de vue pédagogique. Il faut savoir qu'en plus de ça, il s'intéressait aussi à l'enseignement du français langue étrangère, puisqu'il a côtoyé les gens de l'Alliance française et que donc il ne s'intéressait pas uniquement à l'enseignement du français langue maternelle. Merci. Muriel? Puisque, on me demande mon avis, je ne saurais pas en dire vraiment tellement plus. C'est sûr que, en effet, Ferdinand Bruno s'intéresse vraiment à la question de l'enseignement du français langue étrangère. Après, des autres langues étrangères, enfin, j'ai pas remarqué ça. Mais par contre, oui, il suit ce qui se fait autour des méthodes d'apprentissage des langues étrangères et de la méthode directe à cette époque-là, oui. Ça, c'est à peu près sûr. Après, peut-être que Dan en sait plus. Je me posais la question parce que finalement, François Gouin avec la méthode directe et puis même Lambert Sauveur, alors je ne sais pas, c'est peut-être un peu loin vu que c'est du français langue étrangère enseigné sur la côte est des États-Unis, mais je me demandais s'il n'y avait pas une influence de cette méthode directe que j'associe peut-être indûment à la didactique des langues plus qu'au français, sur cette approche de l'enseignement de la grammaire, cette approche inductive. Voilà. Mais merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, je suis sûre? On est tellement nombreux que c'est pas facile de voir les Alors, mains. une question, si je peux me permettre. David? Oui. Je voulais savoir le rapport de nos deux linguistes avec un contexte épistémologique de l'époque, qui n'est pas seulement l'épistémologie qui intéresse la linguistique, parce que quand même, dans les années 1900, bon, il y a l'apparition de quelques théories en physique qui viennent un peu bouleverser le paysage. Il y a aussi bon, le positivisme, bien sûr. Alors, par rapport à ce contexte large, comment est-ce qu'ils s'insèrent dans cette discussion générale? Pas spécialement. Enfin, Cléda, c'est Non. sûr que non. Et Bruno, dans les textes que j'ai lus, je trouve rien d'explicite là-dessus. Ouais. Ce qui est dommage d'ailleurs, ça serait assez intéressant. Oui, c'est comme si la question de la constitution d'un savoir linguistique était encore séparée des modalités générales de la constitution d'un savoir empirique. Non? Je ne vous ai pas bien entendu, ça a coupé. Ah oui, alors je reprends. Je veux dire, ça me donne l'impression que leur rationalisation du matériau langagier ne se fait pas dans
dans le contexte général de la constitution des disciplines empiriques, qui est voilà, qui est l'environnement intellectuel global. On dirait que leur façon de procéder est une façon encore isolée par rapport aux sciences, Oui, qui sont déjà des sciences modernes. pour prendre Bruno par exemple, ce qui est très frappant dans son livre La pensée et la langue, c'est qu'il dit, au départ, il dit, ce livre n'est pas une grammaire, ce livre n'est pas une psychologie, et je me tiens volontairement tout à fait à distance de ce que font mes collègues, les psychologues. Donc en fait, effectivement, il y a cette espèce d'isolement. Il ne veut pas trop savoir ce qui se passe par ailleurs et il ne se définit pas vraiment par rapport à ça. Ouais. Je vois qui lève la main. Oui, Aurélia, merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé vraiment très, très remarquable et très, très intéressant, très documenté. Voilà, moi, j'ai trouvé très, très passionnant la description très précise que vous faites de cette polarité qui se met en place chez ces deux auteurs entre, bon, en gros, je reformule et beaucoup plus mal que vous ne l'avez fait, le naturel d'un côté, l'artificiel de l'autre, et c'est une opposition qui croise différentes notions, comme vous l'avez montré. Il y a des faits naturels qui s'opposent aux faits artificiels, il y a les règles plutôt du côté de l'artificiel, les lois plutôt du côté du naturel. Euh, alors, chez Bruno, il me semble, voilà, vous l'avez dit de façon très, très convaincante tout à l'heure, que c'est aussi en lien ce regard-là, cette distinction-là, avec son travail d'historien de la grammaire. C'est un historien de la grammaire. Dans son histoire de la langue, il y a une histoire de la grammaire du français, et c'est très souvent un historien critique de la grammaire, pas seulement sur Port-Royal, pour beaucoup d'autres auteurs. En fait, j'ai une question qui me vient en vous écoutant là-dessus. À partir de quand est-ce que vous savez cela? À partir de quand est-ce que cet imaginaire du naturel et ce regard critique sur le passé grammatical, disons, de la tradition française se développe? Voilà, c'est très présent, très vivant, ça irrigue la pensée de Bruno et Cléda, mais est-ce qu'on trouve ça un peu avant? Ce qui me frappe, c'est qu'on trouve ça c'est très actif chez quelqu'un comme Heinrich aussi, bon, qui est évidemment beaucoup plus tardif. Mais est-ce que vous avez une idée de... En fait, c'est amusant parce qu'en préparant cette communication, je me posais précisément cette question et je me disais que ça serait intéressant de creuser. Donc, je ne peux pas répondre, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que ça serait intéressant de voir à quel moment il y a une bascule. Et dans cette idée, alors chez Bruno, je disais en conclusion, Bruno, je le trouve plus historien de la grammaire. Parce qu'il y a vraiment très nettement cette opposition entre naturel et artificiel, le fait que les grammairiens seraient intervenus sur la langue, ils seraient intervenus souvent un peu de travers, enfin bon, voilà. Chez Cléda, c'est un peu moins net, il y a moins ce regard sur les règles de cette manière-là. Enfin, il y est, mais c'est moins frappant que chez Bruno. Et je le trouve plus philologue, enfin, tous ces arguments vont vraiment venir de l'histoire de la langue. Et donc, cet imaginaire qu'il y aurait un naturel de la langue, alors je ne pense pas qu'il emploie le terme, lui, mais on le trouve quand il parle de l'instinct du peuple, de l'instinct des locuteurs. On le trouve à travers ça. Et c'est vrai que on est à un moment où justement, ceux qui font de l'usage est sujet à discussion sur qui on s'appuie, sur quoi, sur quel groupe de locuteurs. Et je pense que c'est lié à la question que vous évoquiez juste avant. Enfin, je pense que
je pense qu'on doit observer un changement sur ces deux points à peu près au même moment. Et je pense que c'est intéressant à creuser. Oui, je crois, en effet. Par rapport au propos du séminaire, ça me paraît vraiment absolument central, quoi. Cette idée qu'il y a, à partir d'un certain moment, la construction de cet antagonisme-là, l'artificiel versus le naturel, et ce regard sur le travail des grammairiens du passé. Merci, merci Jean-Marie. Moi aussi, je prends très brièvement la parole parce que je suis incompétente sur le sujet, mais j'ai été frappée par cette histoire de corpus que j'ai déjà croisé avec mes grammairiens latins. Et il y a quand même une espèce de consensus chez les grammairiens latins pour dire qu'on travaille à partir d'un corpus, on se constitue un corpus de bons auteurs. L'exemple emblématique, c'est évidemment Priscien qui a la réputation d'avoir balayé tout le corpus latin. Et donc, ça veut dire qu'on constitue un objet et donc une science qui, du coup, va être falsifiable, puisque tout le monde connaît ce même corpus, donc tout le monde peut le reprendre, l'analyser et présenter ses conclusions qui seront majoritairement stables, puisqu'il n'y a pas de dissensus majeur sur cette exploitation du corpus. Mais moi, ce que j'ai observé parfois chez Priscien, et Bernard pourra naturellement nous en parler beaucoup mieux, c'est le fait que Priscien dit « oui, mais à notre époque, on ne dit plus comme ça ». Donc, il a le corpus consensuel de tous les grammairiens et parfois il le corrige en disant « oui, mais nous, maintenant, on ne parle plus comme ça ». Je ne sais pas si… Et donc, ça fait comme un effet de contre-corpus, d'anticorpus pratiquement, puisque face au corpus que tout le monde connaît, dont tout le monde peut reprendre l'analyse facilement, on oppose des faits de langue qui ne sont pas attestés. Et donc, on dit « oui, mais le peuple parle différemment ». Là, les exemples, je pense, que citent Cléda et Bruno, c'est des exemples d'un espèce de corpus oral qui sont invérifiables, infalsifiables, incontestables. C'est assez fluide, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bernard, je vois qu'il a levé la main, pardon. Oui, j'ai levé la main, mais je vois que Daniel Candel l'a levé, mais du coup, comme j'ai la parole, Daniel, ça ne t'ennuie pas si Non, mais vas-y, Bernard, bien sûr. Oui, voilà. Daniel était sur mon deuxième écran. Voilà. Et, en fait, merci pour ce bel exposé. Ma question porte sur la première partie, c'est-à-dire les règles morphologiques, parce que ça a trait au thème général du séminaire. Et en fait, dans la diapo 33, par exemple, j'ai noté ça, des faits plus ou moins singuliers, mais parfaitement établis. Quel est le point de vue tant de l'un que de l'autre concernant la description même des faits? Parce qu'on a l'impression que certains disent « ah ben on peut établir des règles générales ». Mais comment comment rendre compte de la totalité des faits? Et à mon avis, dans le domaine de la morphologie, c'est pratiquement impossible tant il y a de phénomènes. Alors, dans la diapo 35, il y a la mention règles injustifiées, servitude entre guillemets, hein. Certes, mais de ce point de vue, est-ce que, selon toi, Aurélia, on est en droit de dire on va donner une description parfaitement régulière, parfaitement ordonnée de la morphologie du français? Ou est-ce qu'on ne peut pas? Et si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait des listes, quoi, simplement. Alors, je ne sais pas, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, la notion de servitude, ça concerne plutôt la morphosyntaxe, en fait. Pas la description des conjugaisons, par exemple. Moi, ce qui m'avait intéressé chez Cléda, c'est que, c'est ce que j'avais essayé de montrer avec d'autres diapos avant ça, c'est que il essaye autant que possible de
d'éliminer le plus possible d'exceptions et d'hilarités. Et en fait, il fait des listes. C'est ce que... comment dire ça? J'avais pris l'exemple du participe passé. Il va faire une liste de tous les participes passés irréguliers, il en trouve 7. Et après, dans cette liste, il va faire une sous-catégorie, il va faire un sous-ensemble et il va dire, mais quand même, on observe que ces 4-là, ils se forment de la même manière. Et du coup, on peut les réduire à une règle. Et moi, ça m'interroge ça, parce que est-ce que ça veut dire qu'ils continuent à être irréguliers, ces participes? Ou est-ce qu'en fait, enfin, toujours par règle, puisqu'on les a réduits à une règle, on leur a donné une raison d'être, et donc c'est que de cette manière-là, on est venu à bout de notre description morphologique. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui. Donc, mais est-ce que le terme de règle doit être employé dans ce cas? C'est la description d'un phénomène partiel, description juste d'un phénomène partiel, mais c'est pas c'est à peine une régularité, quoi, au sens de. Si c'est ça, c'est pour l'emploi du terme règle est un peu étonnant en fait, je trouve. On n'aurait pas envie de l'employer dans ce contexte. Oui, effectivement. Mais c'est très frappant chez lui d'essayer de vraiment tout expliquer, même, et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'exceptions possible, même parmi les choses qui sont des exceptions absolument manifestes. Merci. Merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres exposés où précisément le travail du grammairien, c'est aussi de trouver des régularités, dégager des régularités que peut-être ses prédécesseurs n'avaient pas vues. Je passe la parole à Daniel. Oui, merci. Merci beaucoup pour cet exposé, hein, de ma part aussi. J'avais noté des éléments sans doute très accessoires, mais je crois que c'est Jean-Marie tout à l'heure qui parlait de l'instinct aussi. Moi, j'avais noté instinct supérieur à la planche 29, instinct de la logique du langage, planche 34. Et puis précédemment, planche 22, tu avais évoqué l'intuition du locuteur. Est-ce que qui s'opposerait à la règle ou bien qui la guide peut-être, enfin je ne sais pas. Est-ce que ça a une valeur quelconque dans les textes, dans ces textes? Tu l'as évoqué une fois, l'intuition. Oui, quand je parlais de Cléda, il me semble assez clair qu'il a recours à son propre sentiment linguistique pour établir Donc il le met en valeur. Les règles de la langue. D'accord. Et qui serait l'intuition du locuteur en général aussi, sans doute. Alors ça, c'est pas dit. Non, c'est pas dit du tout. C'est pas dit du tout. C'est son intuition de grammairien à lui, enfin son sentiment linguistique. Et après, à côté de ça, on a l'instinct du peuple et des bons écrivains. Et on ne sait pas très bien si ça serait aussi l'instinct du grammairien. Enfin, c'est des faits qu'il va reconnaître comme étant valides et intéressants parce qu'ils montrent une vraie vitalité de la langue et ils vont à l'encontre des règles artificielles, etc. Mais c'est pas sûr qu'eux-mêmes, ils emploieraient ces formes-là dans leur propre production. D'accord. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques, observations? Je ne vois pas de main qui se lève. Jean-Marie. Oui, moi j'ai une demande d'information factuelle. Quelle est la position de Bruno sur la question de l'accord du participe passé avec le complément antéposé, etc. Tu as donné plusieurs exemples de cette question. Si j'ai bien suivi à ce moment-là, ça concernait plutôt Cléda, la position de Cléda. Est-ce que Bruno a une position là-dessus sur l'authenticité de la règle en question, en quelque sorte?
Est-ce que Non, il il s'exprime dit là-dessus dans son œuvre? il s'exprime là-dessus. Il dit en gros que la règle est due à une mauvaise observation enfin, qu'elle contrevient à l'histoire de la langue, à ce qu'aurait dû être l'évolution. On aurait dû, enfin, en tout cas pour les verbes pronominaux, il dit que on aurait dû continuer de les accorder avec être. D'accord, mais avec l'auxiliaire avoir, est-ce qu'il défend l'invariabilité du participe? Alors, En tant que réformateur de l'orthographe aussi, puisque justement, c'est un ouais, point qui était alors proposé. ça, Voilà. il faudrait regarder dans les textes spécifiquement de réforme que je n'ai pas repris pour cette communication. Mais comme je le disais, dans la pensée et la langue, en fait, il se situe au-delà. Enfin, disons, voilà, il y a eu cette chèque de la réforme, et si bien qu'il ne propose plus de des nouvelles règles. Comment dire, j'explique mal. Il propose plus. On ne va pas trouver un passage qui nous dit non, 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 il faut que ça soit un variable avec avoir. Parce que je crois que dans les arrêtés réformateurs de 1900, bon, ça, j'ai plus les dates exactes en tête, mais 1911, je crois, il a été proposé précisément cette tolérance de la variabilité du participe dans tous les cas. Et je ne savais pas quelle était la position de Bruno exactement là-dessus. Sachant que par ailleurs, c'est une chose qui a été proposée par d'autres, par des grammairiens au XVIIIe siècle. Oui, c'est très, très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions encore? Valentina, le micro est coupé. Bonjour à toutes et à tous et merci Aurélia de ce très bel exposé. J'avais une question, peut-être une curiosité. Tu as vraiment fait un tableau très convaincant de disons, cette cartographie que tu as pu constater entre règles, principes, lois. Tu as mentionné tendance, qui est un maître mot de Bréal, puisqu'il oppose les lois et les tendances. Et est-ce que tu as pu remarquer la notion d'habitude de langage? Puisqu'à un moment donné, tu as parlé, notamment chez Cléda, si j'ai bien noté, du fait qu'il utilise la prononciation comme une sorte de critère empirique. Est-ce que ça aboutit à la notion d'habitude de langage, habitude articulatoire, dans l'héritage peut-être aussi du XVIIIe siècle, et comme ce sera aussi dans la première moitié du XXe, ou cette notion d'habitude disparaît dans ton corpus? Alors, effectivement, chez Cléda revient fréquemment cette question que la prononciation est un guide pour déterminer les vraies tendances. Mais par contre, cette notion d'habitude, elle est tout à fait absente du corpus. Je l'ai observée ni chez Cléda, ni chez Bruno. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne vois plus de petites mains qui se lèvent. Je me balade d'un écran à l'autre, mais il n'y a pas d'autres mains. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut remercier très chaleureusement Aurélia pour ce très bel exposé et qui nous a vraiment mis dans l'atelier des grammairiens pour essayer de voir ce qu'ils faisaient, s'ils étaient des jardiniers ou des botanistes. J'ai trouvé que la métaphore était vraiment très intéressante. Et donc, encore un très, très grand merci. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain séminaire, prochaine conférence. Merci Aurélia.
Merci, avec grand plaisir.